suis le professeur David Johnson. Je suis mathématicien économiste et j'ai exercé ici en France dans l'industrie, mais j'ai dirigé une grande école de commerce en France. Alors, je tiens à dire que je me suis intéressé à ces problèmes-là un tout petit peu, de Sylvanus Olympio. Je venais d'avoir 11 ans et nous revenions du Sénégal lorsqu'il était assassiné. Donc 11 ans, je suis dans ma 72e année, donc nous avons vécu cela un petit peu directement, ce qui est assez intéressant. Mais après, je tiens à rappeler que le jeudi dernier, ça faisait 30 ans que le franc CFA a été dévalué. 30 ans. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser au problème de Sylvanus Olympio, c'est justement par le problème de la dévaluation. Voilà, le problème de la dévaluation. Et il y avait un Camerounais qui avait écrit un ouvrage, qui a été assassiné d'ailleurs. Il est mort le 27 décembre 1984. Donc aussi 94, je crois, oui, ça faisait également 30 ans hier. Et c'est à travers son ouvrage qui s'appelait Monnaie, servitude et liberté que j'ai commencé à regarder ces problèmes. Et il y avait quelque chose qui m'intéressait et qui m'interpellait, c'était de dire, mais parce que si Sylvanus Olympio a été assassiné, on avançait la thèse, c'est parce qu'il a voulu battre monnaie. Alors, intellectuellement, mathématiquement, il s'agissait de savoir comment s'est-il pris pour vouloir battre monnaie. C'était l'interrogation qui était mienne. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire des enquêtes et je suis allé même voir Gilles Olympio pour me dire, écoutez, est-ce que vous avez des archives concernant comment le chef de l'État a pu s'y prendre, etc. Il y a des ouvrages qui avaient été écrits déjà par Aboubli, il y a également le doyen Godwin Tété, qui est à Paris en ce moment, va fêter le 16 janvier 96 ans, et qui m'a offert la correspondance échangée par le ministre français de la coopération, des Togolais, des Finances, je crois que c'était Hospice Coco, donc voilà, donc j'avais ce... Voilà. Mais j'étais pas satisfait des réponses, qui étaient assez importantes. Alors là, vous savez, il s'agit, surtout quand on fait des mathématiques, de faire, quand une conjecture est ouverte, il faut faire de la veille. Hein, il faut faire de la veille pour savoir quel est l'état de l'art, comment ça avance, etc. Et je suis tombé sur un article qui était assez important, cet article, mais c'était un article qui avait été publié par... qui s'intitulait La CEE ou la France, l'impossible choix de Sylvanus Olympio, président du Togo. Alors cet article, voilà, je suis tombé là-dessus et il s'est agi pour moi de faire une analyse de cet article. Alors dans cet article, on descend le chef de l'État correctement, qu'il a des intérêts privés, qui ne sait pas voir à long terme, que ce qui l'intéresse simplement c'est le commerce, etc. etc. Alors, un massacre. Hein. Alors, donc à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais m'intéresser pour regarder et procéder à l'analyse de cet ouvrage, de cet article. Alors, vous aurez sous peu de temps, d'ailleurs, je l'ai écrit, ça figure au niveau de mon blog, hein, c'est un ouvrage qui va apparaître et que j'ai intitulé Sylvanus Olympio, un pionnier imbattu, imbattable, en entendant une preuve du contraire. Alors, cet ouvrage est assez important parce que quand j'ai commencé à analyser la pensée politique à travers l'article d'Iliani, le travail de Sylvanus Olympio, eh bien, je me suis dit, parce qu'on ne parle jamais de ceux qui nous ont précédés, il faut toujours... là, j'avais affaire à quelqu'un qui nous avait précédés et qui avait fait le travail. Donc, je me suis dit, c'est quand même curieux que Giorgio Pouini n'ait pas regardé ce que Sylvanus Olympio avait fait précédemment. Et ça aussi, c'est toujours le même problème.
Tudor Bruni s'est intéressé au problème de la monnaie, de battre. Il a été le premier à dire qu'il faut en finir avec le franc CFA, et il a fait la théorie, mais il n'a pas regardé celui qui l'a précédé et qui a battu monnaie. C'est curieux, hein? C'est une attitude chez les Africains. Alors que d'autres peuvent parler de Socrate, de Hegel, etc. Les Africains ne citent jamais ceux qui les ont précédés. Alors moi, j'ai pris la décision de parler de Sylvanus Olympio parce qu'il a été le premier. Mais ce n'est pas fini. Il est important que je vous dise quelque chose. Mon enquête m'a amené à quelque chose à voir. En 1959, le Maroc a fini avec le franc français et le Maroc a décidé de battre monnaie. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais la Banque de France a envoyé des experts, naturellement, pour accompagner la création de la Banque centrale du Maroc. C'est important. Donc vous voyez encore une fois qu'il y a un travail, c'est que Sylvanus Olympio. Et oui, alors ce que je voulais dire, c'est que en fait les Français sont restés là-bas pour accompagner la création de cette banque, plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec les techniques de la Banque de France. Mais Sylvanus, il a fait mieux. C'est qu'en fait, au journal officiel, la Banque centrale était créée, la monnaie était battue. Alors, la monnaie était battue, d'ailleurs, c'est un de mes oncles qui devait se charger de le payer, c'était le ministre Joachim Boulédé, qui était l'ambassadeur en France. On le voit dans la correspondance, à le trouver, etc. Et c'était le problème du coût de la frappe de la monnaie. Alors, cette rétrospective, quand je vous dis que le Maroc a été assisté et le Maroc n'a pas connu en fait d'assassinat. Ce qui m'amène à dire que la thèse selon laquelle on veut dire, j'en ai une lecture tout à fait différente, hein, qui consiste à dire que Sylvanus Olympio était dans les locaux naturellement de l'ambassade de France et qu'on l'a fait sortir pour être abattu. On peut se poser la question. Des États-Unis. Des États-Unis, oui, des États-Unis. Et là, ça me laisse quand même un peu perplexe. Ça me laisse un peu perplexe dans le sens que, forcément, si l'ambassadeur était au courant, la première chose, il a dû appeler en fait les États-Unis ou son chef d'État pour en savoir davantage. Donc là aussi, il y a un niveau perplexe. Moi, je suppose donc que derrière, ce que je voulais dire, il y a un assassinat qui a également une origine raciste. Absolument. C'est ma thèse que j'avance. Elle a une origine également raciste. Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il va se produire la chose suivante, c'est que quand on demande à Sylvanus Olympio, il décide justement de pouvoir accéder à l'indépendance, il y a des conditions qui sont posées et qui sont révélées dans cet article. Il est demandé à Sylvanus Olympio de ne traiter que simplement avec la France en matière d'importation. Et qu'il n'avait pas le choix. Sylvanus Olympio savait qu'il avait été quand même un chef d'entreprise, et il savait très bien que le différentiel, ou l'écart, la marge, ou l'acquisition des produits venant de l'importation pose, il y a en matière de coût, de compétitivité. Eh bien, la question, on l'exige, on lui exige. Eh bien, c'est de cela, soit vous respectez la possibilité de traiter qu'avec la France, c'est écrit, je n'invite rien, je n'invente rien, ce ne sont pas mes propos, je relate. Ou bien, dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser le franc CFA. Oui. C'est pas que Sylvanus Olympio décide tout de go de dire je bats monnaie. Alors cette thèse-là ne tient pas debout. Je tiens aussi à faire cette restitution historique, elle est importante. Elle ne tient pas debout. Et vous pourrez la vérifier et vous le vérifierez à la publication, dans le cadre de la publication de mon ouvrage. Les textes sont bien là. C'est-à-dire qu'on lit
D'ailleurs, les pourparlers ont lieu bien avant l'indépendance. Et on dit oui, attendrez, parce que si on vous permettait effectivement de quitter la zone franc, ou le franc CFA, on risquerait d'assister à une dislocation de la zone. Par conséquent, laissons le problème en suspens, quand viendra l'indépendance, vous pourrez traiter justement ce genre de problème. C'est dans les textes. Donc, en fait, Sylvain décide de dire, bon, ok, très bien, nous allons procéder de cette manière, mais je tiens à dire, bah, si vous refusez que je n'ai pas le choix de traiter avec les autres pays de la CE, c'est l'une des raisons pour laquelle l'article est intitulé, effectivement, hein, l'impossible choix de Sylvanus Olympio, la CE ou la France. La CE ou la France, l'impossible choix de Sylvanus Olympio, président du Togo. Vous voyez, la CE. Sylvanus nous dit, c'est la CE, pas la France. C'est la CE qui contient naturellement la France. Mais il n'a pas cette marge de manœuvre pour pouvoir faire ses choix. Et dans ce cas, il dit, bah, si vous m'empêchez de pouvoir utiliser le franc CFA, qu'à cela le tienne, eh ben, je vais battre monnaie. Alors, ça a été assez intéressant pour moi de regarder et de faire des recherches pour savoir quel était l'enseignement qu'il avait suivi à London School of Economics à l'époque, qui étaient les dirigeants de l'école, qui étaient les professeurs de l'école. Ça, c'était important à regarder. À cette époque-là, on avait fait la proposition à John Maynard Keynes de pouvoir y enseigner. Il a décliné l'offre. Il y a eu Beveridge qui a dirigé à l'époque, effectivement, l'école, London School, la LSI. Et quand Sylvain était là. Et Sylvain, c'est important, a suivi, en dehors des cours d'économie, mais des courses sur la banque. Sur la banque. Donc il connaissait effectivement, il devait savoir que les problèmes monétaires, ce sont les Anglais, qui ont encore, en fait, le monde anglo-saxon qui domine effectivement tous ces problèmes-là. Et donc il avait suivi en fait une formation. Vous aurez les détails dans mon ouvrage où je regarde le programme de l'époque. Et en dehors de ça, il a fait également quelques cours de sciences pour asseoir effectivement ses compétences. C'est à l'issue de cela d'ailleurs qu'il a été identifié pour pouvoir servir la grande société numérique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je l'appelle imbattu, Siva, imbattu ou imbattable, en entendant la preuve du contraire? Alors, il me plaît d'aller au tableau pour attirer votre attention, parce que c'est ici on va faire un tout petit peu de la macroéconomie. On va faire de la macroéconomie. Et c'est important de le savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de macroéconomie. Il y a ce qu'on appelle le carré magique de Caldor. Le carré magique, parce que quand on veut faire en fait du pilotage macroéconomique d'une nation, il faut effectivement qu'il y ait des indicateurs qui permettent de faire ce pilotage. Alors, il y a le problème du déficit extérieur. Il y a, alors, ce déficit extérieur, c'est en fait exportation moins importation. C'est important, vous allez voir. 2. Il y a le problème de la croissance. Et cette croissance, quand on parle de cette croissance, c'est la croissance du PIB, la richesse créée. Hein? Voilà, croissance du PIB. Il y a le troisième problème que l'on considère, le troisième indicateur, c'est le problème de l'inflation. Il y a un quatrième élément qui va de pair avec le PIB, c'est le problème de le plein emploi. Le problème de l'emploi. Alors, ce carré magique, c'est avec ça, effectivement, que le pilotage d'une nation se fait.
Et c'est Kaldor, l'économiste Kaldor, qui l'a mis en évidence. Ceux qui ont regardé à l'époque, quand Barre avait été choisi par justement Giscard, c'était justement, on parlait du carré magique à cette époque. Mais il y a un cinquième élément. C'est pourquoi je l'appelle le pentagone magique. Ce pentagone magique, mais qui devient un problème aujourd'hui, et qui n'était pas très pendant à l'époque. C'est le problème, effectivement, du déficit public. Alors, vous allez dire, mais où ils vont venir, Mr. Johnson, avec cela? Eh bien, le déficit public, je vais vous dire, c'est que Sylvanus Olympio, imbattu ou imbattable, a réglé la totalité de la dette coloniale. Il a réglé la totalité de la dette coloniale, et Sylvanus Olympio a dit la chose suivante: je ne vais pas à l'indépendance tant que la dette coloniale n'est pas réglée. Fantastique! 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 Vous voyez ça déjà dans les années 58? Ça c'est important. C'est pourquoi je dis imbattu et imbattable. C'est-à-dire qu'à la limite, je suis en train de vous montrer que tout simplement, si on s'en tenait à l'approche de Sylvanus Olympio pour le pilotage de nos nations, vous allez voir effectivement ce qui peut se passer. C'est important. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça, je me suis intéressé parce que quand on lit des ouvrages, par exemple, que ce soit Obama, etc., on montre qu'il n'a pas été très compétent sur le plan de la politique économique, sur etc. On montre comme si nous n'étions pas capables de conduire une politique économique qui soit optimale par rapport aux besoins exprimés. Donc pour moi, c'était important de dire, mais on parle de Sylvanus, il faudrait bien qu'on regarde. Donc je tiens à vous dire qu'il a réglé la totalité de la dette. Donc quand il règle la totalité de la dette, vous comprenez très bien qu'il n'est plus lié. Il n'est plus lié. Alors, regardez ce qui s'est passé par rapport à la dévaluation. C'était le problème de la dette. C'était le problème de la dette. Et donc il avait une marge de manœuvre qui était la sienne. Mais c'est important. Magnifique. Magnifique. J'ai trouvé ça génial. Et puis alors je me suis dit, mais alors prenons les états actuels, prenez simplement ces éléments et faites du pilotage dans un premier temps, je vais aller regarder. Alors, l'autre élément que je voudrais rajouter aussi, c'est que il écrit, c'est bien explicite. C'est-à-dire, il dit, par rapport au déficit extérieur, exportation ou importation. Alors, vous savez que la plupart de nos économies actuellement, nous avons un déficit extérieur parce que nous importons plus que nous n'exportions. Alors, la thèse de Sylvanus Olympio consistait à dire, eh bien, nous allons justement travailler avec la CE par rapport aux mieux offrants pour diminuer le coût des importations. Mais mieux, nous allons travailler par rapport aux industries légères, par rapport au booster l'agroalimentaire pour avoir une autosuffisance alimentaire. C'est écrit dans son plan stratégique. Et l'exportation, bien malin il était, il dit, je vais me servir de l'arme de la dévaluation de la monnaie pour booster les exportations. C'est la théorie de Mendel-Fleming. Mendel-Fleming dit effectivement, bon, bah, écoutez, je suis obligé de vous le rappeler un tout petit peu, juste cela. Alors, on appelle ça un triangle d'incompatibilité. Pourquoi triangle d'incompatibilité? Parce que vous avez à faire le choix d'un régime fixe, indépendance monétaire, c'est-à-dire la fixation des taux
d'intérêt à court terme. Hein, taux d'intérêt à court terme. Taux d'intérêt à court terme. Et ici, vous avez l'échange flottant. Alors, pourquoi on appelle ça, naturellement, le triangle d'incompatibilité? Alors, c'est-à-dire que les trois objectifs, vous ne pouvez pas les atteindre en même temps. Vous ne pouvez pas les atteindre. Si vous voulez avoir le contrôle de votre monnaie, il faut abandonner l'échange flottant et avoir un régime fixe et fixer naturellement votre indépendance, etc. Maintenant, si vous voulez avoir l'échange flottant, n'est-ce pas? C'est supprimer le régime fixe et travailler sur l'indépendance de la monnaie. Avec l'échange flottant, on est dans une union monétaire. Vous voyez? Bon, bref, ne faisons pas trop de technique à ce sujet, mais montrons simplement que le président était conscient de cela. Puisque c'est pas ce que j'invente, je n'invente pas, j'ai les éléments, vous allez les lire dans mon ouvrage. Il dit, essentiellement, écoutez, je me sers de l'arme de la dévaluation pour justement booster, effectivement, ce que j'appellerais les exportations. C'est la courbangie. La courbangie dans l'économie des relations internationales. C'est enseigné ça, les élèves de L3 connaissent effectivement cela. Alors, donc, nous voyons très bien que s'agissant de l'inflation, il dit, Silva, il dit, je bloque le salaire pendant un certain moment de temps pour justement contrôler les problèmes d'inflation et stabiliser effectivement la monnaie. Alors vous voyez que tous les propos que je suis en train de tenir, ce n'est pas une construction en fait finalement. C'est les propos, n'est-ce pas, de Sylvanus Olympio dans son plan stratégique, son plan de développement. Alors, à partir de ce moment, je fais de l'analyse comparative, je me dis, mais est-ce qu'on a pu trouver d'autres personnes, d'autres chefs d'État qui étaient à la hauteur de pouvoir faire des choses? J'en ai trouvé aucun. Aucun. Soyons sérieux. Aucun. Et jusqu'alors, même, je ne veux pas être médisant, notre économiste international, qui est le meilleur du FMI, n'a pas ce niveau. Vous voyez de qui je parle? Comment? Vous voyez de qui je parle? Bon, ok. Voilà, alors il dit, bon, nos économies, etc. Bon, ok. Alors, j'ai fait une émission jeudi, vendredi, et sur une radio, sur une chaîne. En fait, le but de l'émission, pour moi, naturellement, c'était de dire l'incompétence des banques centrales. Bon, il n'a pas voulu que je l'intitule comme ça. Bon, là, on a essayé de faire quelque chose, etc. Mais, en fait, vous savez, je vais vous faire une confidence. La confidence, c'est que je suis rentré dans une banque centrale africaine. Parce que je suis, entre autres, spécialiste de reporting bancaire pour les problèmes de BAL 2. Si vous tapez mon nom, Johnson XPRL, vous voyez là-dessus, j'ai bâti les plus grands groupes français et travaillé pour la Banque de France à cette époque. Sauf que deux, à l'intérieur, à travailler dans la Banque de France, il y a Sandy Aouidovi, qui travaillait sur le modèle macroéconomique et qui était le directeur de recherche à la Banque de France, et moi, qui est de l'extérieur. Et donc, quand j'ai fait une intervention pour le transfert des technologies dans une banque centrale africaine, une direction nationale, ils m'ont fait comprendre qu'ils ne décidaient absolument rien. Rien n'était décidé. Tout est décidé à Dakar. Soyez conscients de cela. Donc, tirez la leçon. C'est qu'en fait, aucune marge de manœuvre. Et quand Dakar dit, effectivement, la monnaie, CFA, c'est notre monnaie, et que d'ailleurs, le gouverneur, quand l'Afrique du Sud a accédé à contrôler les Africains du Sud ont pris le contrôle après l'apartheid, ils n'ont pas abandonné le rang. Ils l'ont conservé. Donc ce fonds CFA, c'est là. Mais, alors on pourrait se poser la question. Vous ne déterminez pas les taux d'intérêt? Vous ne regardez pas les problèmes de chômage? Alors que la plus grande banque, qui est la Fédérale Réserve,
a pour obligation de piloter le chômage et la stabilité des prix. C'est important. Pourquoi je dis cela? Parce que je suis extrêmement malheureux de constater que beaucoup de nos enfants meurent dans la Méditerranée, alors que le problème de chômage ne devrait pas exister. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique monétaire, et c'est parce qu'il n'y a pas la souveraineté monétaire. Parce que lorsque vous avez la souveraineté monétaire, avec les modèles de modélisation, vous trouvez le taux optimal qui va être le taux de base de la banque, qui va déterminer les taux de second. C'est ce qu'on appelle les banques de second rang, qui vont, eux, prêter de l'argent pour la dynamique industrielle. Alors, ça m'amène à dire, si les banques centrales ou les directions nationales n'ont aucune marge de manœuvre, ils sont trop nombreux pour faire ce travail. Ils sont trop nombreux et payés pléthoriquement. Il faut en être conscient. Bon, le problème, ce dont il s'agit, je vais chuter, parce qu'il faudrait qu'il y ait un échange. Grosso modo, j'avais souhaité que Pascal consacre une journée, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'ai un second ouvrage que j'ai intitulé L'assassinat de Sylvanus Olympio, 60 ans. A-t-on réellement appréhendé les dessous de cartes de cet assassinat? Absolument. A-t-on réellement appréhendé les dessous de cartes? Bon, bref. Ce que je voulais dire. Il est imbattu, imbattable.